Salut à tous les amis, aujourd'hui avec Stéphane, un format encore un peu particulier, on accueille Diego et Lidéric, deux jeunes youtubeurs, athlètes également, qui parlent d'athlétisme un peu comme nous, on va être vraiment entre spécialistes aujourd'hui, et le sujet du jour, ça va être, la trame conductrice sera High Show Speed et sa potentielle qualification aux Jeux Olympiques de 2028, mais un peu plus largement, on va parler des influenceurs qui font du sport, notamment de l'athlétisme, et de leur réelle chance pour perfer et de voir, on va essayer de ramener un peu de concret dans tout ça. Installez-vous bien, vous êtes dans la chambre d'appel. On your marks. Set. Depuis plusieurs années, on le voit arriver, cette frontière entre le sport et le show, c'est en train de s'estomper de plus en plus. Les athlètes y partagent de plus en plus leur quotidien et c'est super. Leur entraînement, les galères, surtout les galères, les réussites sur les réseaux sociaux. C'est pas seulement de la performance, c'est aussi une histoire qu'on raconte autour de tout ça. Et on voulait avec Alex recevoir deux invités, Diego et Lidéric, qui ont créé, franchement, je vous le dis les gars, bravo, une super chaîne, que ce soit YouTube, Insta Merci. ou même TikTok. Et de plus en plus, il y a de créateurs de contenu dans l'athlé et ça fait plaisir parce que plus on va être nombreux sur le circuit et plus on va faire découvrir notre passion à tout le monde et ça c'est vraiment cool. Donc dites-nous un peu plus sur votre chaîne, ce projet-là aussi, pourquoi parler des influenceurs et pas que sur vous tout simplement. Hein. Bah écoute, je commence. Alors, donc nous, c'est Diego Lidéric. À la base, on est simplement deux meilleurs amis. Hein. C'est ça qui nous a toujours guidés pour construire et créer des choses ensemble. Il y a 2 ans, moi, j'ai commencé le sprint. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas partager cette aventure-là. À la base, c'était vraiment une idée de partager ce que c'était que la quête du haut niveau, ce que c'était que le travail au quotidien, comment est-ce qu'on atteint ses objectifs, comment est-ce qu'on se bat tous les jours pour ça. C'était plus quelque chose d'assez personnel à la base. Et petit à petit, en fait, on a transformé notre contenu en quelque chose qui à la fois parle de nous, mais qui à la fois permet aussi de parler de l'athlétisme en général, de mettre en lumière ce sport parce qu'on a compris en fait qu'il avait un potentiel énorme et qu'il y avait tout ce mouvement-là sur les réseaux sociaux. On a vu plusieurs influenceurs net dont on a fait partie parmi les premiers, etc., qui commençaient à vraiment parler de ce sport. On s'est rendu compte que ça intéressait des gens. Et d'ailleurs, on a fait notamment des documentaires sur le sport, des documentaires sportifs qui ont fait des centaines de milliers de vues. Donc on s'est dit en fait, sur des sprinters, des trucs assez niches, vous voyez, on a fait un documentaire sur Justin Gatlin, sur Blake, qui ont fait 200 000, 300 000 vues. On s'est dit pourtant, c'est pas Bolt, c'est pas non plus c'est des grosses stars, mais ça reste quand même assez niche, surtout les histoires qu'on raconte. Et pourtant, il y a énormément de personnes qui s'y intéressent. Donc on s'est dit, il y a vraiment une opportunité, il y a quelque chose à faire pour le sport. Et c'est comme ça qu'on a commencé à créer vraiment. Voilà. Bah cool. Ok. Écoute, merci de cette présentation. On invite un peu nos suiveurs de la chambre d'appel à aller découvrir votre travail parce que il est complémentaire du nôtre. Nous, on est un petit peu dans la description de l'actualité. Vous, comme tu viens de le dire, vous prenez le temps de développer des sujets un petit peu plus en profondeur des fois et des sujets différents des nôtres. Donc c'est pour ça que c'est vraiment intéressant de vous avoir. On a aussi une petite génération d'écart. On va pas, c'est à notre désavantage à Stéphane et moi, mais bon, on accepte. Et donc c'est pareil, bon, ça permet d'avoir des points de vue aussi un peu différents, nouveaux. Et c'est ça qui est cool. On va rentrer un petit peu directement dans le vif du sujet. Comme je l'ai dit en introduction, le fil conducteur, ça va être High Show Speed et sa volonté de participer aux Jeux Olympiques sur le 100 mètres à Los Angeles en 2028. Alors déjà, nous, comme vous l'aurez compris, on est spécialiste de l'athlétisme, vous aussi, mais vous êtes un petit peu plus que nous encore spécialiste des réseaux, de tout ce nouveau monde-là et des influenceurs. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, c'est qui ce mec Aisho Speed? On le voit un peu de partout maintenant. On l'a vu à la finale de la Ligue des Champions, on l'a vu avec des gars de NBA, on le voit avec des Noah Lyles, on le voit vraiment. Il est vraiment, on dirait un sportif de haut niveau, mais qui c'est ce mec? C'est qui ce gars-là, quoi? Du coup, iShowSpeed, c'est bon. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vraiment le gros streamer du moment. C'est vraiment une immense star mondiale. Il est suivi par des millions de personnes dans chacun des continents. Et on le voit beaucoup, c'est vrai, graviter autour du sport de haut niveau. On voit, il a sorti un nouveau format là, actuellement, Speed Goes Pro, où il a rencontré Tom Brady, donc légende de la NFL. Il a rencontré Sonny Lee, donc légende de la gymnastique. On l'a vu avec MrBeast et Noah Lyles, on l'a vu avec Cristiano Ronaldo, comme vous l'avez dit, donc avec plein de sportifs, parce que voilà, au-delà des streamers, il est aussi un peu passionné par le sport, il aime se mettre au défi, et il a de sacrées capacités tout de même, donc c'est hyper divertissant.
En fait, je pense que cette approche, cette assimilation entre speed et le sport, elle s'est faite assez naturellement parce que à la base, c'est juste un mec qui est fou, qui fait des folies en live, et donc il se jetait en faisant des sauts sur sa caméra, il criait, et quand il rencontrait des gens, il faisait des battles de danse avec eux, et comme il avait envie de faire un move un peu absurde, hop, il faisait un salto arrière pour surprendre les gens, vous voyez, pour la communauté. Et les gens ont commencé à se dire, mais c'est étrange parce que quand il fait un salto arrière, il reste quelques secondes en l'air. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la vidéo était au ralenti? Et donc petit à petit, les gens se sont rendus compte et ont commencé à mettre des commentaires sur son chat, etc. Mais c'est quoi ce salto de fou? Nanana. Quand il sautait, c'est quoi ce saut exceptionnel? Et aussi, il a ce côté très provocateur qui fait que plus il est devenu une star, plus il a été amené à rencontrer des stars aussi du milieu sportif et pour le divertissement, à les défier comme ça d'un coup, c'est-à-dire que hop, on croise Noah Lyles, ouais, je te bats à la course, ouais, on fait des réactions à des courses par exemple de haut niveau et on va dire ouais ce mec est lent, je le bats, etc. machin. Et donc il a eu tendance à faire ça et petit à petit ça a pris de l'ampleur et aujourd'hui il a vraiment consacré une partie de son contenu à le trash talk et à défier un peu le haut niveau et à se prétendre capable de faire ces choses-là. Et donc aujourd'hui ça devient un peu le créateur de contenu athlétique par excellence où les gens se disent mine de rien ce mec s'il s'y mettait, attention. Et ce qui est fou, Voilà c'est qu'il est complètement ravagé. Il a vraiment un pet au casque et ça, je pense que le public adore ça. Il a que 20 ans. Il fait déjà des dingueries. Toutes ses vidéos le prouvent. Allez le voir, franchement, sur Insta. Franchement, c'est une tuerie. Mais ce contenu qui est vraiment un contenu très viral, d'après vous, qu'est-ce qui a fait vraiment le déclencheur? Est-ce qu'il y a une vidéo? Est-ce qu'il y a un moment clé qui a fait que là, ça y est, il est parti, quoi? Bah, je pense que, alors, bon, on n'est pas assez expert d'IShowSpeed pour dire vraiment le moment où il y a eu la bascule, mais en tout cas, vis-à-vis de l'athlète, je pense que la bascule, c'est clair, c'est la course avec Noah Lyles. Ça a été le gros raz-de-marée. Les gens ne se rendent pas forcément compte de la réalité de ce tournage et du coup étaient en mode, mais attendez, il vient de courir quasi aussi vite que Noah Lyles, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc je pense que c'était il y a 1 an maintenant à peu près et je pense que là, il y a eu un gros turnover sur Speed et le sport. Ouais, moi, du coup, j'ai regardé la vidéo, je l'avais vue à l'époque, mais je l'ai re-regardée. Alors, si on veut commencer à parler un petit peu athlétisme et trash talking, franchement, très impressionnant, IShowSpeed. Un temps de réaction à la limite du légal, j'ai l'impression. Vraiment très, très, très explosif, même si on sait que Noah Lyles, c'est pas son point fort. Sur les premiers appuis, moi, je l'ai trouvé très, très fort. Hein. Vraiment, franchement, il a des qualités physiques indéniables. Ce mec, c'est assez incroyable, même d'ailleurs. Hein. On se demande ce qu'il fait, on se demande s'il s'entraîne vraiment beaucoup au quotidien ou si c'est juste naturel. Il avait 19 ans, il en a 20 maintenant. Et si à un moment donné ça va disparaître s'il s'entraîne pas vraiment sérieusement. Mais bah, sur la fin de course, on voit que là, il s'amuse avec lui. On peut même pas comparer. Hein. Il y a une fois lancé, j'ai l'impression que ça sera un mec qui n'ira pas vite. On en connaît tous des mecs un peu comme Stéphane qui partent très vite, mais qui finissent. Et il a un peu un profil à la Stéphane sur IShowSpeed. Donc, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai déjà l'impression que c'est un mec qui a des qualités, c'est indéniable, vraiment. Il a annoncé vouloir participer aux Jeux Olympiques de 2028 sur 100 mètres. Vous êtes de la team crédible ou pas crédible? Alors déjà, pour parler un peu de ses qualités, comme tu disais, je pense que c'est quelqu'un qui est effectivement très explosif. Et donc en fait, ces qualités d'explosivité-là, elles sont souvent transférables à beaucoup de sports différents. Et du coup, quand tu arrives en sprint, en général, si tu es assez explosif, sur la première partie de course, tu vas réussir à vraiment bien t'en sortir. Et lui, pour le coup, il est vraiment très explosif. Donc forcément, ça lui permet de bien avancer. Il a aussi des angles, mine de rien, de poussée qui sont assez bons. Sa technique sur la toute première partie de course, elle est pas abominable. Nous, on en parlera aussi dans notre vidéo. Et c'est surtout après que se fait la différence. Peut-être parce qu'il n'a pas forcément effectivement le profil de top speed, vitesse max, etc. Mais mine de rien, c'est aussi un manque cruel de technique. On le voit dans la vidéo avec Lyles, d'entraînement, quoi. Il commence à se crisper, son bassin part dans tous les sens. Il sait pas vraiment comment vraiment bien construire sa vitesse et la maintenir. Donc je serais pas aussi tranché sur le fait qu'à vitesse max il serait pas forcément fort, parce qu'en fait on va le voir, je pense qu'on en reparlera plus tard, mais IShowSpeed, mine de rien, il s'est entraîné, il a progressé déjà depuis ce duel là avec Lyles. Maintenant, est-ce que nous, quand on est parti au début de notre enquête, est-ce que Speed est capable de faire les JO? Évidemment que pour nous la réponse c'était non, c'était impossible. En menant l'enquête, on s'est rendu compte que en fait, quand tu réalises la difficulté de ce que c'est que de faire les JO, évidemment, tu te dis toujours que c'est impossible. Et on est toujours un peu statuaire sur ça, c'est-à-dire que pour nous, c'est impossible qu'ils fassent les JO. On en parlera, on détaillera ça plus en détail. Mais par contre, on a réalisé que toute cette histoire autour de lui et de ses capacités était pas non, ouais, que de la hype. C'est ça, faut pas non plus
amoindrir Ouais. ses performances. Petite statistique intéressante pour les gourmands, iShowSpeed, c'est plus d'1 mètre de détente sèche, donc arrêtée, et donc c'est la même détente sèche qu'un sprinter comme Ronnie Baker. Donc c'est des qualités physiques qui n'ont aucun sens. Franchement, on le sait, c'est des qualités de fou. La vidéo qui tourne en ce moment sur le saut en longueur avec ses chaises, là où il essaye de mettre 10 chaises côte à côte. Vous l'avez vu, cette vidéo? Elle est dingue. Elle fait 130 millions de vues. C'est une tuerie. Bon, il se blesse un peu, le collègue. Moi, je me suis amusé à mesurer un peu, la largeur des chaises. Ça fait 48 centimètres. Il a 10 chaises, ça fait 4,80 m. 4,80 m. Après, il y a l'impulsion, il faut reculer un tout petit peu. Il y a la différence pour aller atterrir dans le sable un peu plus loin que les chaises. Mais je pense qu'il vaut quand même avec un élan qui serait complet, avec des pointes, etc., sans l'emmerder sur la planche. C'est un mec qui fait 6,60, 6,70. C'est des qualités qui sont très bonnes pour un amateur. C'est pas exceptionnel. Vous parliez un peu du 100 mètres et surtout du 100 mètres pour objectif les Jeux Olympiques. S'ils veulent faire sur 100 mètres, c'est 9,83 en tout cas. Je pense que c'est 9,83, 9,84 qu'il faut faire. C'est ce qu'il fallait faire pour se qualifier au championnat du monde cette année à Tokyo. Et c'est là, quand on parle de chrono, on se dit merde. Wow, 9,83, c'est chaud de chez chaud. En fait, c'est pour ça que nous, on a aussi beaucoup nuancé dans le propos dans la vidéo qu'on a fait, parce qu'en fait, on s'est dit, déjà faire les JO c'est quelque chose, faire les JO quand tu es américain c'est tout autre chose. C'est vraiment, ça n'a plus rien à voir. C'est-à-dire que là, cette année, pour faire les championnats du monde, il faut faire un meilleur chrono que pour être dans le top 3 des championnats du monde. Donc, être américain, enfin faire les Jeux Olympiques en étant américain, c'est quelque chose qui est encore au-dessus de faire les Jeux Olympiques quand on est de plein d'autres nationalités différentes, où parfois il y a des places, où il suffit de faire les minima, là où aux États-Unis, en fait, il suffit pas de faire les minima. Donc c'est certain qu'on est sur autre chose encore. Et là, moi où je vais vous surprendre, c'est que moi je pense qu'il va faire les JO en 2028. Et là, je vous surprends là. Mais parce que c'est un mec qui a aucune allégeance. S'il veut changer de nationalité, il peut changer de nationalité. Et il y a les Turcs qui sont en train de recruter beaucoup d'athlètes étrangers. À tout moment, il peut changer de nationalité, faire les JO et il tiendra parole de ce qu'il a annoncé, en 2020, 23 ou 24. Je pense que c'est quelque chose qu'il peut faire, même si il se décrédibiliserait un petit peu, mais et il a les qualités pour être. La Turquie, c'est un mauvais exemple parce il va avoir besoin de faire les minima. Mais imaginons, il est afro-américain. Imaginons qu'ils veulent se rapprocher. J'ai pas réussi à trouver, moi personnellement, les origines qui peut avoir ses ancêtres ou quoi que ce soit. Mais il a certainement donc de la famille africaine. Il y a des pays, je sais pas, Stéphane entraîne un Burkinabé par exemple, et les minima ne sont pas les mêmes. On peut aller aux Jeux Olympiques en faisant 10-50. 10-50, c'est quelque chose qui me paraît pas impossible pour iShowSpeed, peut-être même qu'il les vaut déjà, ou alors il en est pas loin. On en parlera, on en parlera. Donc, je pense que s'il change de nationalité, il peut faire les Jeux Olympiques de 2028. S'il change pas de nationalité, c'est impossible. Fin du débat. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est sûr. Bah, c'est sûr qu'il pourrait, dans ce cas-là, il pourrait. Nous, on a gardé cette vision un peu américaine parce que c'est vrai qu'il est beaucoup dans ce truc des États-Unis, de représenter. C'est vraiment une des figures des États-Unis, et il est beaucoup dans le star system américain avec Noah Lyles, toutes les stars américaines. Il fait des vidéos que avec les légendes du sport américaines. Donc on s'est dit, limite en fait, son défi perdrait un peu de son sens, même si évidemment faire les JO ce serait fou, hein. Ah ouais. Mais le sens qu'il a voulu donner, je pense, au début à son défi, c'est faire les trials. On le voit, Noah Lyles, il en a parlé dans un podcast avec MrBeast où il disait viens Speed, je vais t'entraîner, je vais t'emmener jusqu'aux trials. Tout le monde ne parle que de Speed aux trials, donc il y a vraiment ce truc où le défi ce serait vraiment de le faire à travers le parcours direct quand t'es américain, c'est-à-dire les trials, la qualification, etc. Puis quand il annonce qu'il va faire les JO, il dit je vais faire les JO et je vais battre Noah Lyles. Il dit pas juste je vais faire les JO et sortir en série quoi. C'est ce qui marche un peu. Je pense qu'il peut se transcender grâce à ça. Alors y arriver, j'y crois pas un instant. Je pense qu'il va être bon, sans parler vraiment de perf. Je pense qu'il va être bon. Mais la première étape, et vous le savez très bien, et on le sait tous, c'est qu'il va falloir peut-être courir aussi en salle, parce qu'en salle, il va pouvoir développer des qualités aussi nécessaires à la gestion d'un stress, à la gestion d'un chrono, etc., d'un starter. Et il va falloir qu'il court du 60 mètres, parce que sinon il va arriver sur 100 mètres, même s'il est entraîné, il va se faire laminer en deux. Je pense vraiment qu'il va falloir qu'il soit dans des compétitions homologuées pour pouvoir prétendre à des chronos. J'ai plus en tête le chrono qu'il réalise aux 50 mètres, mais il me semble que c'était pas si exceptionnel que ça, parce qu'il est quand même un tout petit peu
pas loin de Noah Lyles, mais il est pas à côté de Noah Lyles. Noah Lyles qui revenait d'une période où il était blessé, revenait d'une période où il était en difficulté, où il s'entraînait très peu. Donc, est-ce que vous avez en tête le chrono Alors nous, ce qu'on a, il faut savoir que ça, c'était il y a un an. Depuis, Speed s'est quand même beaucoup entraîné. Stéphane, tu veux intervenir, non? Non, vas-y. Il s'est beaucoup entraîné depuis un an. Ça, on en discutera, mais en gros, il s'est amélioré sur plein de points différents. Nous, on l'a remarqué en analysant les vidéos. Et il a sorti une vidéo il y a quelques jours, ouais, sur un 40 yards, qui est une course référence aux États-Unis. Et là, on a des données qui sont vraiment intéressantes sur sa vitesse. Je sais pas si tu veux en parler, Derek, mais Il fait quand même sur sa meilleure tentative 4,49. Ce qui est une performance qui n'est vraiment pas donnée à n'importe qui. On a aussi fait des estimations un peu plus... pour le coup, c'est plus des estimations, c'est pas un chrono fixe qu'on a sur 80 mètres grâce à des données qu'on a. C'est certain qu'il est pas mauvais. Déjà, faire 4,49, c'est pas donné à tout le monde D'ailleurs, sur on 40 peut yards. peut-être donner des comparaisons parce que du coup, le 40 yards, c'est une épreuve de référence de la NFL. On a été chercher les résultats des joueurs de NFL sur le NFL Combine, donc qui est une sorte de stage de repérage, mais aussi de test pour tous les athlètes qui vont faire la draft de la NFL, c'est-à-dire les recrutements et ensuite être dispatchés dans les différentes équipes de la ligue. Et ils font faire des 40 yards à tous les athlètes. Et Speed, dans les postes les plus rapides, c'est-à-dire les wide receivers et les cornerbacks, donc c'est ceux qui courent sur les côtés pour récupérer les passes ou défendre ceux qui récupèrent les passes, et ben c'est les joueurs les plus rapides. On sait qu'en NFL, les joueurs sont vraiment rapides, c'est des joueurs très athlétiques, surtout à ce niveau-là au combine. Et il y a quand même 30% de joueurs dans ces postes-là qui sont plus lents que Speed. Et si on prend tous les postes, la moyenne est à 4,66, donc ça reste vraiment plus lent que iShowSpeed sur le 40 yards, sachant que le test qu'il a fait avec Tom Brady, c'était un test officiel. Ils ont mis toutes les cellules, etc. Ils ont fait dans les vraies conditions. Après, effectivement, le vent, il y a un moment où il a couru dans un sens où il faisait que des 4,60, il a changé de sens, il a fait 4,49. Donc on sait que évidemment, c'est un problème aussi dans les tests du 40 yards, c'est qu'il n'y a pas le temps de réaction, il n'y a pas le vent qui est pris en compte. Mais mine de rien, il est vraiment rapide. On a fait après plus tard effectivement des estimations sur 100 mètres. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Je sais pas si vous voulez qu'on aille en détail sur ça dès maintenant. Allez-y, c'est intéressant. Ouais, ce moment-là, ouais. Bah écoute, vas-y. Du coup, sur 100 mètres, il y a une vidéo avec Daniel Labelle, donc qui est un autre influenceur qui parle de sprint, où ils font un 80 mètres. Au final, quand on analyse bien, on voit que c'est pas 80 mètres, mais 78 mètres qui courent. On a un temps auquel faut ajouter évidemment le temps de réaction, les 2 mètres qui manquent aux 80 mètres pour pouvoir comparer un petit peu à des splits de haut niveau féminin du 100 mètres. Après, en partant du fait qu'il n'a pas le même niveau de top speed que Sha'Carri par exemple, on voit un petit peu et en gros on a une estimation, à la fin de l'estimation complète, c'est c'est une grosse fourchette, mais entre 10,85 et 11,30. Okay. En fait, tout dépend du vent, tout dépend de son maintien de vitesse. À la base, on s'était dit entre 10,95 et 11,20, et puis on s'est dit, on a vraiment aucune notion. Mine de rien, on sait à quel point le vent peut jouer. Ça se trouve qu'il y avait plus 3 ou moins 3, et dans ce cas-là, la perf change du tout au tout. Donc on a préféré être assez large et prendre de 10,85 à 11,30, qui sont des chronos complètement différents. On a vu que ça le différenciait, je finis juste Stéphane, le différenciait entre le top 3000 et le top 1600, tu vois. Si tu fais 11,30, t'es dans le top 3000 américain, si tu fais 10,85, t'es dans le top 1600. Donc il y a des milliers de places d'écart, c'est une estimation qui est quand même assez large. Mais... Est-ce qu'on peut rappeler quand même que 10,85 dans le meilleur des cas, un peu ce que vous avez estimé, franchement c'est du super boulot les gars. Ça, de tête, c'est 4e place, il me semble, au championnat du monde chez les femmes. Je veux pas dire de bêtises, mais cette année, c'est pour ça qu'on a pris des splits du niveau féminin. Ouais. Et encore, c'est-à-dire que le 10,85 c'est hyper avantageux pour lui, et en plus c'est la course qu'il faut sortir au bon moment, quoi. Ouais. C'est aussi une autre donnée qu'il faut prendre en compte. Pour revenir juste vite fait sur le 40 yards, qui est une discipline qui a été très peu pratiquée par les sprinters d'une classe mondiale, Bolt il a déjà fait de tête 4,19 ou 4,23 ou 4,22 dans ces eaux-là. Donc c'est pour vous sortir un peu le gap de 2 dixièmes sur... Coleman aussi, on peut en parler. Coleman a fait combien? 4,12. Ouais. C'est le meilleur chrono. Ouais. Coleman qui est le recordman du monde du 60 mètres en 6,34, qui avait fait 4,12. Ça fait donc 37 centièmes plus rapide que iShowSpeed. 37 centièmes sur 40 yards, donc 36 mètres. Ça veut dire que, et à mon avis, on est sur les points forts et les qualités d'iShowSpeed sur ces 36 premiers mètres.
Ça veut dire, à mon avis, que ouais, je suis d'accord avec vous. Moi, quand j'ai fait mes petites analyses, mes petites recherches, je me suis dit que c'est un mec qui devait tourner autour des 11 secondes. Quand on voit sa vidéo où il fait 78 mètres, quand on voit ce chrono en 4,49 sur le 40 yards, c'est un mec, ouais, avec la déperdition, il doit être autour des peut-être sous les 7 secondes aux 60 mètres. Ça, c'est encore possible, peut-être. Mais après, je le vois même. Il est vraiment très fort. Hein, je le vois. Ouais, c'est impressionnant. Parce que tout à l'heure, vous avez dit que le 40 yards, dans les conditions dans lesquelles il est fait, il n'y a pas le temps de réaction. Mais sur la vidéo avec Noah Lyles, on voit que le temps de réaction n'a pas l'air d'être un problème pour lui. Et dans la mise en accuracy, ça le perturbe pas trop. Donc, c'est pas sur ça qu'il va perdre. Par contre, c'est sur les 50, 60 derniers mètres. Là, sur la vidéo avec Noah Lyles, c'est horrible sa façon de courir. Il est en talons-fesses, les épaules en avant. Il y a vraiment un gros travail à faire. Alors, vous dites qu'il travaille, tant mieux. J'espère qu'il travaille ça. Et c'est vrai que s'il arrive à garder cette explosivité sur les 40 premiers mètres, comme ce qu'il a fait là, donc 40 yards dans 4,49, s'il garde ça et qu'il travaille sa fin de course, là, on pourra estimer qu'à mon avis, il pourra aller taper des chronos en 10,70, voire moins. Et se rapprocher, et c'est là où je veux en venir, du meilleur niveau mondial féminin, parce que avant de défier Noah Lyles, pour moi, il aurait dû aller défier une fille comme Sha'Carri Richardson. Je sais qu'il l'a fait, qu'elle a refusé parce qu'elle voulait de l'argent. Elle a dit je fais pas ça gratuitement, moi. Il faut qu'il y ait des enjeux, il faut faire ça bien, hein. Très bien. Moi, je veux d'abord le voir battre Sha'Carri ou une autre personnalité du sprint féminin, mais je trouve que iShowSpeed et Sha'Carri, ça matche bien. C'est deux personnalités très fortes. Ça risquerait de faire quelque chose d'intéressant. C'est vous les spécialistes de ça, mais je pense qu'il y aurait vraiment un potentiel viewer assez intéressant. Et après, qui se rapproche d'un niveau avant d'aller taper Lyles, choper des universitaires américains qui courent en 10-20 et monter progressivement. Bah en fait à propos de ça justement il a donc je sais pas si déjà il y a cette phase de speed où il fait des grosses vidéos donc notamment contre Lyles, contre Daniel Labelle, contre Ashton Hall aussi. Il avait couru, on en parlera peut-être, et il a fait aussi à côté de toutes ces choses un peu plus pro, etc., ces gros tournages, il a fait des lives. Son concept c'est de faire aussi des lives dans la rue où il se passe ce qui se passe. Et où il est fou, il va dans la rue, il parle aux gens, et évidemment tout le monde le connaît, donc ça crée des situations cocasses où il y a des mecs qui viennent, qui lui crient dessus, lui il leur recrie dessus, machin, bref, c'est ça son contenu. Et depuis que son contenu s'est beaucoup centralisé sur le sprint, c'est arrivé assez souvent que des mecs arrivent et lui disent viens on fait la course. Donc ça s'enchaînait des courses de rue où il y avait 500 personnes alignées comme ça qui faisaient une ligne comme ça, qui laissaient 40 mètres, et où il était toujours avec les mêmes chaussures, une paire de Yeezy vraiment ouvertes, c'est limite des sandales, et il court toujours avec ça. Et il a couru, d'ailleurs c'est là que je voulais en venir, récemment contre un athlète universitaire qui est en 10-20 il me semble, ou dans ces eaux-là entre 10-10 et 10-20, et sur un 40 mètres évidemment le mec l'a tué. Bon, il a perdu sa chaussure il a perdu sa chaussure en route, donc à la fin il dit regardez mon pied, j'ai perdu ma chaussure. Mais donc non, effectivement c'est vrai qu'il s'est déjà frotté à des mecs qui sont déjà plus forts et que tout de suite il paraissait un peu plus ridicule, mais il a quand même battu beaucoup de mecs qui étaient considérés rapides, donc ça reste quelqu'un vraiment qui est fort. Bah, t'as pris l'exemple des autres créateurs de contenu comme notamment Ashton Hall. Ashton Hall, déjà, ça me fait rire parce qu'il a le prénom de Ashton Eaton et le nom de famille de Hannah Hall. Franchement, nous, spécialistes de l'athlétisme, on se dit ce mec, il doit être monstrueux. Mais non. Il est pas nul, hein. Je suis allé voir un petit peu sa biographie. C'est un mec qui a déjà fait un 100 mètres officiel, Ashton Hall. Il a fait 11,32 au 100 mètres en 2014. 2014, ça date, hein. Il avait 19 ans, puisque maintenant il a 30 ans. C'était il y a 11 ans. 11,32 à 19 ans. Vous êtes jeune, vous êtes sprinter, c'est pas mal, franchement. C'est pas mal. On sait surtout qu'il avait pas l'air d'avoir non plus fait beaucoup de. Enfin, c'est le seul chrono qu'on voit, donc il a pas forcément fait plein de compétitions. Faire 11,32 comme ça, c'est très bien et ça présage du potentiel. Après, aujourd'hui, il les vaut pas. Enfin, moi, je suis certain qu'il les vaut pas avec le physique qu'il a actuellement. Et faut le trimballer son corps là. C'est ça. Il est solide le collègue. Non, mais c'est des profils qui sont intéressants. Tu parlais également de Daniel Labelle. Je suis allé regarder pareil sa vidéo qu'il a fait avec Carl Lewis. Bon, lui, il est plus dans l'humour que dans la performance. Quoique, je trouve qu'il court relativement bien pour alors j'ai pas vu de perf sur World Athletics. Je sais pas ce qu'il vaut. J'ai vu quelque chose. Il vaut quoi? Il y a eu alors apparemment donc j'ai vu ça dans une vidéo de Younes, mais il a dit qu'en gros il a trouvé un chrono qui était de 11,67 et après il a pris des chronos sur des vidéos récentes où il était en 11,58, 11,60. Donc il est aux alentours a priori de ce niveau-là. Il s'entraîne quand même aussi, hein, on a vu, il a fait pas mal de vidéos sur le sujet. Il aime le sprint en tout cas. Mais faut bien se rendre compte qu'un chrono de 11,50, 11,60, c'est pas ridicule du tout, hein. C'est
c'est Oui. très bien. On vous invite d'ailleurs tous qui nous écoutez à aller sur un stade, bien vous échauffer et faire un 100 mètres et vous chronométrer. Vous allez voir que vous allez être surpris par le chrono et en général, plutôt, c'est pas agréable. La surprise n'est pas agréable. Vous allez voir du 13, du 14, voire plus. C'est 11,60, c'est déjà très très bien. 11,32 de Ashton Hall, c'était très très bien. Et c'est pour ça que quand on parle de High Show Speed et qu'on l'imagine en moins de 11 secondes, c'est assez incroyable. Donc il faut quand même il faut remettre les choses dans leur contexte. C'est très très fort, mais il faut aussi être capable de respecter les sportifs de très très haut niveau. C'est ça. Franchement, c'est super important de les respecter. On le sait, la différence entre un 11-6 et un 9-6, il n'y en a pas eu beaucoup, hein. Il y en a eu qu'un, mais franchement, il faut respecter. Je trouve qu'il y a beaucoup trop d'influenceurs ou qui veulent déclencher quelque chose, déclencher un phénomène là-dessus. Et je me rappelle de cette course qui était assez exceptionnelle. Je me suis régalé. L'année dernière, Diamond League de Paris, à Charletti, il y avait une course qui était organisée pour les influenceurs. Et c'était super intéressant parce que là, on a pu vraiment voir les estimations avant et de se dire ce qui s'est passé après sur les chronos. Je me rappelle plus les noms exacts des influenceurs français, mais il y en a qui ont vraiment bien couru. C'était déjà super de courir en 12-5, 13. Ça vraiment incarne le côté sportif à l'écran et c'est ce qu'il faut. Juste pour revenir et lancer un peu le débat, les gars, là-dessus, c'est sur le sport business. C'est de se dire, on déclenche des phénomènes, on déclenche une vague qui peut être un peu virale. Bon, le débat, il faut le lancer. Est-ce qu'il gagne plus d'argent à High Show Speed que Noah Lyles? C'est tout. En faisant ça, en tout cas. Oui, je pense. Ouais. Objectivement, je pense parce que le monde du stream, Le monde de il a l'influence. plusieurs, le monde de l'influence. Il a je sais pas exactement combien il a d'abonnés sur Twitch, mais ça doit être des centaines de milliers. 42 millions. Sur YouTube. Mais Ouais. aussi sur Twitch. Mais après, c'est surtout qu'il y a des abonnements mensuels sur Twitch. Je sais pas combien il y en a, mais bref, c'est des sommes complètement astronomiques, évidemment. Il y a Noah Lyles, il est pas à plaindre non plus. Donc, faut aussi se dire que le haut niveau, c'est pas non plus que Noah Lyles et le star system américain où il y a Sha'Carri, Noah Lyles, etc. Le haut niveau, c'est aussi dans les autres pays, c'est aussi les athlètes qui sont en 10-0-0 et qui arrivent pas à faire les JO aussi aux États-Unis. Ça aussi, c'est du haut niveau, mine de rien. Ouais. Et c'est vrai que il y a aussi des athlètes qui font 10-30 et qui travaillent vraiment tous les jours pour s'améliorer. Ces athlètes-là, attention à aussi considérer ce que représente ce niveau-là, parce que en vérité, tu fais 10-40, 10-30, tu es déjà quelqu'un de très fort. En France, tu fais partie du top niveau. Et du coup, les gens, faut aussi remettre en perspective toutes ces choses-là où il y a des gens qui travaillent énormément. Et il faut respecter ce travail et les considérer, parce que c'est vrai qu'on peut avoir tendance à banaliser certaines performances ou à les minimiser avec des mecs comme High Show Speed qui disent voilà, je vais battre Noah Lyles. Ils arrivent, Noah Lyles il court à peine à fond, il court juste pour l'amusement, il le regarde comme ça et Speed n'est pas très loin. Du coup les gens se disent oulala, qu'est-ce qui se passe, le haut niveau c'est pas si fou que ça. Enfin voilà, faut faire attention à ça. On va respecter les athlètes de haut niveau, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais moi, je me pose une question. Est-ce qu'il n'y aurait pas derrière tout ça aussi l'organisateur des Jeux en 2028, on sait que c'est Los Angeles, il y a un comité olympique américain olympique qui va organiser les Jeux. Est-ce que c'est possible, vous pensez, que Los Angeles 2028 mette en avant certains ou paye par exemple High Show Speed pour qu'ils fassent le buzz autour de l'athlétisme, parce qu'on sait que l'athlétisme aux États-Unis c'est pas le sport roi du tout, il y a la NFL bien avant, il y a la NBA bien avant, il y a d'autres sports bien avant, et est-ce que c'est pas un moyen de Los Angeles 2028 de faire parler de l'athlétisme? C'est une question que je me pose, j'ai aucune information là-dessus, mais je trouverais ça malin de leur part, parce que ça permettrait d'amener tout un public qui n'est pas du tout qui n'a pas du tout cette culture athlétisme vers l'athlétisme par le biais des influenceurs et ce genre de show. Bah, en 2024, on l'a un peu vu avec Snoop Dogg, hein. Je crois qu'il y avait déjà eu un peu des tentatives comme ça. Si c'est spécialement pour l'athlétisme, je pense que ce serait une très bonne idée d'avoir un peu High Show Speed comme égérie, s'il pouvait créer du contenu autour, un engouement, peut-être même un événement intra-jeu. Il pourrait y avoir en ouverture de la journée où il y a la finale du 100 mètres, une course de streamer ou je ne sais quoi avec High Show Speed dedans. Ça pourrait être des choses faites. Après, pour moi, tout ça fait partie d'un mouvement qui se généralise actuellement et qui est aussi le même qui a fait qu'au meeting de Paris, il y a eu une course des influenceurs. On a cette quand même modernisation de l'athlétisme, on a cette mise en lumière sur les réseaux sociaux, on a vraiment un mouvement
Internet qui est lié au sport, et je pense qu'aujourd'hui, les fédérations, le comité olympique, tout ça ne peuvent plus négliger cette réalité-là qui est que les choses se passent aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Le monde, ce n'est plus seulement le monde réel, c'est aussi le monde numérique. Et en fait, si on veut ramener des gens sur les événements, si on veut leur faire payer leur place, si on veut aussi, parce que mine de rien, c'est des choses qui peuvent aussi profiter aux athlètes. On parlait un peu des côtés négatifs, le manque parfois de considération des performances de certains athlètes, la banalisation de tous les efforts qu'ils font, etc. Mais en réalité, il y a aussi quand même un penchant qui peut être extrêmement positif pour le sport. On le voit quand même mine de rien, quand il y a la course au meeting de Paris, c'est en fait des centaines de milliers de vues qui sont pour l'athlète. Pendant quelques jours, on a une vague médiatique où des gens partout en France vont voir des vidéos passées de sprint. On sait jamais, peut-être que dans tout ça, il y a 1000 personnes ou 100 personnes qui ont pris leur licence l'année d'après parce qu'ils se sont dit putain ça m'intéresse. Et si ça prend aussi de l'envergure avec les Jeux Olympiques, etc., on peut se dire aussi que ça peut avoir un effet bénéfique pour le sport. Moi, je pense que effectivement, c'est pas impossible qu'il y ait des mouvements comme ça qui soient faits. Dans tous les cas, faire monter la hype via des streams, etc. Pour moi, c'est évident que c'est ce qui se passe, quoi. Enfin, la preuve, c'est que nous, on est en train de faire on est quand même une petite influence dans le monde de l'athlète en France, et on a préparé une vidéo sur iShowSpeed. Donc, ça va s'étendre petit à petit. Et en fait, au final, c'est une espèce de pouvoir comme ça diffus qui se propage au fil des gens. Moi, je pense que ça peut avoir un impact positif sur le sport, et ça m'étonnerait pas que les comités prennent en compte cette réalité-là pour créer des nouvelles choses, quoi. Et juste pour compléter Vas-y, juste vite Alex. fait ce que tu viens de dire, il faut, je sais pas si vous avez passé l'information, en tout cas on vous la donne, mais à Tokyo, au championnat du monde au mois de septembre, il y avait pour la première fois en toute fin de zone mixte, une zone mixte spéciale influenceurs, réseaux sociaux, avec c'était pas des journalistes, c'était des personnalités d'internet et des réseaux, et ça World Athletics l'a très bien compris. Et c'est hyper intéressant d'avoir donné la parole à ces gens-là parce que ça va toucher un nouveau public qui va forcément servir à la cause de l'athlétisme. Franchement, les médias, ils l'ont vu venir aussi. On parle de World Athletic, tu as tout à fait raison, Alex, mais les médias l'ont vu venir parce qu'ils ont besoin de rajeunir l'audience du sport en général et notamment de l'athlétisme. Quand on regarde des épreuves en différé, on va pas forcément sur France Télévisions pour regarder. On regarde ce qui sort sur les feeds d'actualité, que ce soit Insta, YouTube, TikTok, etc. Et c'est là où on s'y intéresse. Donc les médias, ils l'ont bien compris. Ils ont besoin de rajeunir tout ça et le meilleur moyen, c'est d'aller choper le public qui regarde les influenceurs ou du moins les créateurs de contenu. Maintenant, la question, moi, j'ai envie de revenir sur le sport business. C'est est-ce que cet argent-là qui peut être déployé aussi va pas être enlevé au je prends la caricature, hein, c'est entre guillemets, aux vrais sportifs de haut niveau qui s'entraînent. Je sais pas. Je pense que franchement, c'est difficile à voir. C'est vrai que au final, la finalité, c'est que ceux qui auront le pouvoir, ce seront ceux qui amèneront l'influence. Donc, ce sera en vérité des mecs comme Speed, des mecs comme MrBeast. C'est eux qui décident en vérité s'ils ont envie de mettre la lumière ou pas. Ils ont une position dominante sur ça. Après, je pense quand même que il y a quand même autour du sport de haut niveau une certaine sacralisation, quelque chose qui fait que il y a une symbolique, c'est-à-dire que l'olympisme ça représente quelque chose, et je pense pas que le monde des influenceurs et le business va non plus prendre le pas sur les athlètes, mais c'est vrai ce sera je pense une espèce de lutte quand même à avoir pour que on reste centré sur l'essentiel, et les athlètes mine de rien, parce que c'est bien de faire des choses autour du sport, mais le cœur de tout ça reste l'athlétisme. C'est vrai que c'est un risque. J'aime quand même croire que c'est plutôt que les athlètes pourront en profiter aussi, que ça fera de l'argent qui seront rapportés. Après, à voir si Speed il dit ok j'accepte, mais pour tant d'argent, c'est vrai que ça peut être compliqué. Mais j'imagine que tu peux pas imposer quand même des choses comme ça à des fédérations mondiales, etc. Je sais pas trop. Je pense que tu as raison, et le débat il est simple, c'est où la popularité versus le mérite un peu. C'est un peu ça qui est en train de se lancer sur les commentaires de certains réseaux sociaux. Moi, pour donner vite fait mon avis, je pense que c'est une super opportunité que tous ces influenceurs, ces créateurs de contenu, je préfère ce terme-là, puissent vraiment venir s'investir dans des projets, amener de l'argent et faire vendre vraiment des histoires, parce que c'est des histoires qui vont faire attirer aussi les gamins à venir faire de l'athlé, et je pense que c'est comme ça que ça va marcher. Et il faut que la France arrive aussi à prendre ce wagon-là que les États-Unis ont déjà pris, certains pays l'ont déjà pris. Je prends l'exemple de la Norvège avec les frères Ingebrigtsen qui avaient depuis 10 ou 15 ans déjà une télé-réalité à leur nom. Enfin, c'est peut-être les prémices de ce qui s'est passé un peu sur ce changement d'attitude, quoi. Ouais, nous on a quand même la chance aussi en France d'avoir des influenceurs qui mettent en avant le sport, et des influenceurs mainstream, grand public. Je prends l'exemple de Squeezie par exemple, avec son GP Explorer. Alors c'est pas l'athlétisme, hein, mais le GP Explorer ça a été quelque chose d'incroyable ces 4-5 dernières années. Il y a eu 3 éditions. La dernière édition, on en parlait tout à l'heure, elle était en direct
sur ces réseaux, sur Twitch, si je dis pas de bêtises, hein, je suis pas très familier du ça. truc, mais et en même temps sur France 2. Donc ils ont réussi à faire la jonction vraiment des deux mondes. Et c'est hyper intéressant. On imagine qu'un mec comme Squeezie et d'autres vont avoir des projets autour d'autres sports. On n'a plus qu'à espérer que l'athlétisme en fasse partie. C'est aussi peut-être à nous d'être force de proposition. Nous, la Fédération française d'athlétisme, je parle, ou les instances dirigeantes, les clubs peut-être en local, ou vraiment créer des choses avec des créateurs de contenu, parce qu'il y a vraiment un potentiel énorme et ils ont une visibilité que n'auront plus les chaînes publiques. Franchement, on s'est dépassé. Regardez la télé, moi je la regarde encore un peu, mais je le sens, je le sais que je suis dépassé. Voilà, j'assume. T'es pas dans l'actu. Non, mais c'est vrai, après le GP Explorer, c'est vrai que je voulais en parler justement, je voulais aborder des sujets. Le GP, ça aurait pu être un événement qui met la lumière sur le sport. La vérité, c'est que le sport automobile, c'est pas du tout quelque chose qui est accessible comme l'athlétisme, donc ça aura pas cet effet-là de créer de gens qui vont prendre leur licence, etc. Il y a peut-être des gens qui vont moi j'ai envie par de contre, plus prendre une d'événements à la licence télé. de drive. Bah, non, mais ça m'étonne pas, hein. Je pense qu'il y a quand même des gens qui ont été motivés. Je me dis, un événement dans le genre sur l'athlé, c'est vrai que comme il suffit d'une paire de chaussures, Ouais. je suis quasi sûr qu'il y a plein de gens qui après iraient dans un stade et se tester sur 100 mètres juste pour voir s'ils sont plus rapides que Squeezie. Enfin, je me dis que effectivement, Ouais. il y a un monde, nous on a mis l'idée, malheureusement on n'est pas encore assez influent pour le faire. Il faut aussi des accords avec les fédérations, etc. Squeezie il a pas fait ça tout seul, hein. Il avait le circuit du Mans littéralement avec lui. Mais je pense qu'il y a un truc à faire entre des créateurs, des artistes qui ont des idées, une fédération, et qu'il serait possible de créer des choses vraiment géniales autour du sport qui permettraient de le renouveler, de le mettre à la page. Là, depuis 2 ans, on le voit, moi je trouve en tout cas depuis 2 ans que sur les réseaux, d'un point de vue purement athlé, il y a une vague de fous. Il y a des Younes qui font des milliers de vues, Étain qui a fait des milliers de vues. Nous, on a fait des super résultats sur notre chaîne YouTube, etc. Il y a plein de gens qui ont des idées. Même des plus petits créateurs viennent avec des idées de fous, de ligues, de compétition, de ligues d'entraînement, etc. Mais c'est des projets qu'il faut soutenir parce qu'en réalité, derrière le téléphone, c'est une seule personne qui s'entraîne, qui a un travail et qui, juste par passion, galère à monter un projet et qui est pas soutenu. Il y a plein de choses à faire autour du sprint. Je pense notamment à Golden Blocks, qui est une super initiative. Enfin, c'est une idée qui est folle et qu'il faudrait démocratiser à une toute autre échelle encore. Mais faut que les projets soient soutenus, quoi. Parce que Sachant que, en plus, pour moi, on est dans un sport qui a ce potentiel-là. C'est-à-dire que, mine de rien, tous les sports n'ont pas ce potentiel-là. Je trouve que c'est plus dur d'aller emmener des gens à la piscine, par exemple, que de les emmener sur un stade. C'est plus dur de faire du volley, par exemple, où il faut prendre une licence pour jouer. C'est obligatoire. Enfin, tu peux pas aller dans un gymnase comme ça et jouer. T'es obligé d'être dans un club. Là où l'athlé a ce côté très accessible, et il a ce côté aussi très brut, un petit peu parfois aussi égo, ou dans le sens où tu peux être un peu tenté de te tester et de dire voilà, c'est tout le monde peut le faire, est-ce que moi je suis bon là-dedans, parce qu'il y a ce côté c'est très physique, c'est un peu comme la boxe. Pour moi c'est ce genre de sport où un peu tout le monde peut se dire ouais, ça se trouve que je serais fort dedans, même sans avoir été vraiment entraîné, où personne se dit au volley je serais trop fort s'il a jamais été entraîné. Il y a des gens quand même qui disent ouais, je suis un mec rapide, ouais, je pense que je peux être rapide. Donc il y a ce côté où les gens se font beaucoup une image de leur potentiel niveau dans l'athlé, parce que c'est un sport un peu brut, c'est les sports un peu primaires, quoi. C'est l'athlé, la bagarre, la boxe, c'est des sports comme ça, où je pense qu'il y a un potentiel énorme, parce que c'est la confrontation à l'état le plus pur, quoi. Et les gens aiment ça. Je pense que les gens aiment ça, et il y a beaucoup qui sont contre le sport spectacle. On le sait, l'athlétisme, ça doit pas être un spectacle pour certains. Et moi, j'ai envie de leur dire que c'est une sacrée connerie d'après moi, parce qu'il y a des dizaines et dizaines d'années, je sais pas si vous savez ça, mais il y avait une association qui s'appelait le Perche et Spectacle, qui a vraiment révolutionné le spectacle de la perche en France et qui a formé, grâce à Maurice Ouvion et à Jean-Claude Perrin, de nombreux athlètes et formé de nombreux entraîneurs qui ont fait de sacrées médailles aux championnats d'Europe, aux championnats du monde et aux Jeux Olympiques. Et c'était le début de ce qu'on a pu voir grâce à la perche. Alors la perche et le 100 mètres, c'est complètement différent. C'est plus compliqué d'aller sauter à la perche que d'aller faire un 100 mètres, notamment chez des influenceurs qui peuvent pas s'entraîner sur des sautoirs à la perche. Mais ça veut dire qu'à l'époque, il y avait déjà eu ces idées-là qui ont été un peu oubliées. Je pense que c'est le moment de remettre ça au goût du jour, et ce serait vraiment assez incroyable de faire tout ça. Et le perche spectacle, comme on a pu le voir, ça s'est transformé en perche elite tour, qui est un fabuleux tour, et c'est aussi ça le spectacle. Et je pense qu'il faut continuer dans ce sens-là, et surtout sur le sprint, parce qu'on est 4 sprinteurs, hein, presque. J'ai dit presque parce qu'Alex a pas fait beaucoup de sprint. Mais... Non, mais t'as raison, et c'est vrai que le sport spectacle, ça doit pas
En fait, l'athlète ne doit pas devenir un spectacle, mais il doit y avoir l'athlète historique et l'athlète spectacle, et ça doit se marier, ça doit vivre ensemble. Parce que l'un va apporter à l'autre et l'autre va apporter à l'un, et ça va pas se nuire. C'est ça qui est Ouais. important, c'est que Je c'est deux pense que choses différentes. ouais. Ça peut permettre de mettre en valeur, dans le sens où si tu fais, comme vous l'avez dit, hein, avec le meeting de Paris, hein, tu fais une course d'influenceurs, ils sont tous en 12, 13, ce qui est déjà très bien. Et après, bon, tu vois les sprinters qui arrivent, qui font 9, 10 bas. Donc là, tout de suite, on a un côté où les gens, ils ont ce côté spectacle un peu au début. Puis le côté performance est quand même à part. C'est-à-dire que on s'improvise pas à faire 9,80, on n'improvise pas un 10,0. Donc forcément, pour moi, ne serait-ce que par la performance, il y aura forcément quand même, si les gens ont envie de garder leur athlétisme vraiment un peu à l'ancienne, ou en tout cas plus performance, on va jamais mélanger les deux. C'est-à-dire qu'on va jamais faire s'affronter Squeezie contre Noah Lyles. Enfin, ça n'arrivera pas, ou alors ce sera pas pendant des courses officielles. Il y aura toujours l'athlétisme performance qui va rester. On pourra toujours se regarder les championnats du monde et ce sera magnifique, ce sera merveilleux et le sport va rester comme il est. Mais on peut, pour moi, il n'y a pas d'obstacle à ajouter un petit truc avant la course ou quelque temps, comme on l'a vu avec Duplantis et Warholm, le 1v1, Ouais. ça a pas trop de sens ça a pas trop de sens au niveau international, quoi. Enfin, c'est de la téléspectacle. Et pourtant, ça a été quand même un événement, et je pense que ça a fait plaisir aussi à beaucoup de fans d'athlétisme. Enfin, pour moi, il y a beaucoup plus de côté positif que c'est un truc un peu nouveau, quoi. Et pour moi, faut l'accepter, il faut essayer de l'encourager. Je pense que ça peut être une vraie opportunité pour le sport. Ouais, mais il y a beaucoup de choses à faire et à imaginer. Tu l'as dit tout à l'heure, je pense qu'on est plein à avoir plein d'idées. Il faut, après, en France, et j'ai l'impression qu'aussi pour faire aboutir une idée, c'est toujours très compliqué avec les institutions, les collectivités locales, tout le monde politique, tout ça. C'est très compliqué, mais c'est vrai que ceux qui arrivent, c'est ceux qui sont déjà puissants, hein. On l'a vu avec Squeezie, par exemple, on reprend l'exemple du GP Explorer, mais il y a d'autres, il y a d'autres influenceurs. Billy, il a fait la boxe aussi. Ouais, voilà, il y a d'autres influenceurs qu'on fait dans d'autres sports et qui sont peut-être moins passés. Je sais pas, moi je parle en mon cas parce que je suis peut-être pas très au fait de tout ça, mais il y a beaucoup de choses qui se font et c'est très bien pour le sport en général. Et quand ça fera sur l'athlétisme, on suivra ça avec grand intérêt et on en parlera. Moi, il y a d'autres choses que je voudrais aborder aussi, les gars, c'est pourquoi et comment le grand public euh, on arrive à banaliser un petit peu les performances des athlètes de très haut niveau en imaginant, alors voilà, on a tous dit, ouais, Cristiano Ronaldo, c'est sûr, il court plus vite il fait moins de 10 au 100 mètres, on l'a entendu à l'époque, parce qu'on l'avait vu traverser un terrain de foot rapidement, il y en avait qui avaient vite fait des calculs en disant, oh, il vaut moins de 10 secondes, et on l'a vu courir contre un sprinter espagnol, déjà, il y a quelques années, c'était il y a plus de 10 ans, je crois, il s'était fait rincer, il s'était fait laver, Cristiano Ronaldo, et pareil, on dit souvent qu'il a une détente de fou, on disait, c'est peut-être un peu moins vrai aujourd'hui, mais voilà, c'est l'exemple de Cristiano Ronaldo. Mbappé, on a tous dit, ah ouais, il court trop vite. Oui, il court vite, mais les gars, s'il fait moins de 11 secondes, c'est déjà exceptionnel. Donc, pourquoi quel est peut-être comment dire, un débat sociologique, mais pourquoi les gens minimisent les sportifs de très haut niveau et même des fois eux s'imaginent à la place être meilleur qu'un Mbappé, déjà on l'entend tous les jours, être meilleur qu'un sportif de haut niveau, se dire lui je vais plus vite que lui. Comment on en arrive là, vous pensez, les gars? Je pense que la minimisation, c'est plus l'effet mécanique de la survalorisation de la personne qu'on aime. C'est-à-dire que c'est beau ce Cristiano que tu viens Ronaldo, de dire. ouais, mais en gros Cristiano Ronaldo c'est une star, bien plus que nos sprinteurs français par exemple. Et les gens, ils voient le show Ronaldo sur un terrain de foot, bah voilà, ils ont des étoiles plein les yeux, ils se disent punaise, c'est quoi ce surhumain? Il y avait Erling Haaland aussi, hein, dont les gens ont beaucoup parlé à une époque. Et donc en gros, ils vont se monter la tête par rapport à leur star à eux, mais ça va pas être une attaque directe, j'ai l'impression, envers nos sprinteurs à nous en réalité. Peut-être qu'aussi c'est un peu un côté égo de notre part de le subir comme une attaque en tant que sprinter, mais j'ai pas l'impression qu'on s'en prenne vraiment aux sprinteurs quand on dit ça, c'est plutôt l'adulation de nos petites stars du football, etc. Moi je pense que ça, il y a ce côté-là, c'est vrai. Je pense qu'il y a quand même des effets il y a quand même des gens, tout le monde n'est pas pareil, il y a quand même des gens qui doivent recevoir ça comme un peu, ils minimisent du coup la performance. Moi je pense qu'il y a plusieurs facteurs à ça. Déjà, pour moi il y a un truc intrinsèque à l'athlétisme qui est, surtout au sprint, qui est que, comme tout le monde peut le faire, et ben tout le monde pense, par exemple, on va jamais dire Cristiano Ronaldo, c'est sûr il bat LeBron James. Parce qu'en fait, le mec, il peut pas s'improviser et mettre des shoots à 3 points à l'infini, enfin on le sait très bien.
Par contre, on peut dire il peut battre Noah Lyles parce qu'en fait, il a besoin de rien d'autre que ses jambes. Et donc du coup, pour moi, il y a ce truc où, comme c'est un sport très primaire qui est accessible à tout le monde, les gens vont se dire, tel athlète, c'est sûr qu'il est rapide. Tel athlète, il peut battre tel sprint, il peut battre tel sprinter professionnel. Donc déjà pour moi il y a ça qui est intrinsèque à l'athlétisme qu'on n'enlèvera jamais parce que c'est le sport, il veut ça et pour moi c'est plus une qualité de l'athlétisme qu'un défaut parce que justement je pense que ça amène un certain intérêt, les gens s'intéressent à ça en mode la vitesse c'est un concept qui touche à l'ego, qui intéresse les gens. Pour moi ça je trouve que c'est intrinsèque à l'athlète. Et après il y a aussi la vérité qui est que l'athlétisme n'est pas assez médiatisé. On sait pas ce que Noah Lyles y fait pendant des mois pour avoir ce niveau au JO. C'est pour ça que pour moi, ça peut être intéressant d'avoir plein des documentaires, que les sprinters aussi et les athlètes ou leur chaîne YouTube partagent leur quotidien. Parce qu'en fait, mine de rien, comme dans tous les autres sports, mais on a plus ce mythe, par exemple dans le basket, de Kobe Bryant qui travaillait tous les matins, il se levait à 6 heures pour aller faire des shoots, des paniers dans son playground de son quartier, etc. Machin. On a cette légende-là. Là où dans l'athlète, j'ai l'impression en tout cas qu'on parle moins de tous les efforts des athlètes que de leur performance. On va dire Noah Lyles est phénoménal, mais on va pas se dire qu'est-ce qui se passe derrière toute l'année, qu'est-ce qui s'est passé. Et donc on peut se dire que Cristiano Ronaldo peut s'improviser un 9,90 sans se rendre compte qu'un 9,90 c'est après des années et des années tous les jours dans la salle de muscu, sur la piste, etc. Et je pense que l'athlétisme manque de ce côté... la vérité de l'athlète. Qu'est-ce que c'est que la vérité de l'athlète? C'est pas les championnats du monde. La vérité de l'athlète, c'est 99% sur la piste, dans la salle de muscu, pendant toute l'année. Nous, notre quotidien en tant qu'athlète, c'est pas faire les championnats de France, faire les championnats l'IFA, faire les championnats du monde, c'est être tous les jours en train d'être fatigué et de s'entraîner, quoi. C'est très intéressant cette discussion parce que on voit très peu d'influenceurs se lancer par contre sur un marathon. Parce que sur marathon, il faut une vraie planification et on se dit pas du jour au lendemain, ah moi je suis sûr de voir les Kenyans, je vais les battre. Parce qu'on sait que derrière, il y a une notion d'effort, il y a une notion de respect aussi de la discipline qui est le marathon. Et de plus en plus, on voit aussi des influenceurs essayer, mais en fait, ils sortent pas vraiment les vidéos. On sait que c'est en train de se passer comme ça aux États-Unis en se disant le marathon, waouh, c'est facile, mais en fait, pas du tout. Donc il y a aussi ce côté sur 100 mètres. Allez, on va le faire, on va se tenter. Après, il y a aussi eu quand même des faux chronos qui ont été annoncés par des influenceurs sur 100 mètres. Et après, quand on vérifie, c'est complètement faux. Kylian Mbappé, juste vite fait pour revenir là-dessus, moi j'avais fait pas mal de recherches sur ça et j'avais estimé à 11,2, 11,3 sur 100 mètres pelouse ce qu'il était capable de faire. Alors on le met sur une piste avec des pointes, il faut qu'il s'adapte un peu. Si on le met avec un temps de réaction, il faut qu'il s'adapte un peu. Il fait moins de 11 d'après moi, mais il fait pas moins de 10, il fait pas 10, 20, 10, 30. Il doit faire un petit moins de 11 parce qu'il a quand même des qualités qui sont évidemment exceptionnelles. Et juste pour rebondir sur un peu ces passerelles, on en parlait avec Alex un peu hors antenne, Thibaut Inchep par exemple ou Squeezie qui avait essayé avec Kevin Mayer le décathlon et ça s'était quand même plutôt bien passé, mais pas du tout évidemment à la mesure qu'on peut connaître sur du haut niveau. Oui, là on est sur des disciplines ultra techniques. Là pour le coup, ça. c'est comme le shoot à 3 points, ça se fait pas du jour au lendemain d'être performant sur Décathlon. Après, les amis, j'ai envie de proposer à tous ceux qui nous écoutent, parce que on sait faire un 100 mètres, c'est facile. Tout le monde se dit je peux le faire. Mais entre se dire je peux le faire, il y a un pas. Alors prenez votre paire de baskets préférée, allez sur une piste d'athlée, faites-vous filmer par un pote et envoyez-nous la vidéo sur Instagram ou sur YouTube ou mettez un commentaire votre chrono aussi, qu'on puisse faire un petit panel de notre population, de nos auditeurs là, savoir combien vous faites vous là. Comme ça, on verra si vous êtes plus proche des 11 ou des 14. Alex, tu le fais On toi lance aussi, le on le hashtag fait. la Hein. chambre d'appel. Allez, c'est parti. Tout le monde met des vidéos sur les réseaux. Et Tout ça le part- monde le fait. Hein. Partez de la bonne ligne du départ. Ouais. aussi. Ouais, c'est vrai. Ah, Alex, je compte sur toi, hein, t'es le premier. Hein. Ouais. tu sais, Et- ça marche. Allez. En plus, il y a une réalité aussi dans le sprint qui est pas forcément vraie dans toutes les disciplines. Par exemple, je pense aux courses de fond, etc., qui est que la marge de progression en sprint, elle peut avoir très peu de sens. Par exemple, où on va se dire, si je veux progresser sur marathon, je vais courir tous les jours, faire des longues sorties, etc. Et en général, on va progresser. Là où en sprint, il y a quand même quelque chose où parfois des gens s'entraînent 1 an, 2 ans, ils battent pas leur record, puis d'un coup ils le battent. Il y a quelque chose dans le sprint. En tout cas, aller chercher de la progression dans le sprint, c'est extrêmement difficile en vérité par rapport à plein de disciplines où par exemple, on va faire 1 an. Moi, j'ai fait plein de sports différents. Par exemple, je sais qu'en 1 an de volley, j'ai progressé beaucoup plus qu'en 1 an d'athlé, où il va falloir aller chercher vraiment des centièmes
c'est le corps juste le corps, quoi. Donc il y a aussi de la technique évidemment, mais il y a quand même la progression en sprint est très difficile et gagner en explosivité c'est très compliqué. Donc parfois par exemple on va se dire un speed, ouais il est super doué, il fait 10,90 comme ça sans rien faire, mais s'il s'entraînait il ferait 9. Parce que les gens ne réalisent pas ce que c'est que de progresser en sprint. C'est-à-dire que quand tu progresses, tu passes pas de 10,90 à 9. Tu passes de 10,90 à 10,85, puis ensuite à 89, puis tu redescends à 70. Et ensuite, plus tu te rapproches de ces niveaux-là, plus c'est là qu'on fait la différence. Où il y a des mecs qui vont réussir à aller jusqu'à 10-20 et des mecs qui n'iront jamais en dessous, même s'ils s'entraînent 5 ans. Parce que y a plein de facteurs qui rentrent en compte et que progresser c'est pas juste s'entraîner, c'est pas parce que tu commences en 10,90 que tu vas finir en 9. Même un mec talentueux comme Erius qui faisait 10,60 à 14 ans, 15 ans à 14 ans, je sais plus. A mis du temps et à 20 ans, il a fait 9,98 une fois quoi. Donc des performances de 9 secondes, ça n'a aucun sens. Faut se rendre compte de ce que ça représente de faire 9 secondes quoi, même pour des immenses cracks. Voilà, on parle de quelqu'un d'extrêmement talentueux là déjà. Ouais, c'est ça. Non mais c'est un monde, on est d'accord. Qu'est-ce qu'on peut dire à iShowSpeed pour qu'il progresse? En gros, c'est ça, on sait, il va peut-être pas faire moins 10, mais c'est quoi? Là, c'est quoi le conseil que vous lui donnerez? À vous deux, la spécialiste du sprint. Alors déjà, il y a eu beaucoup de, c'est marrant parce qu'il y a eu beaucoup de mouvements sur les réseaux où Bolt a dit qu'il allait l'entraîner, Lies a dit qu'il allait l'entraîner. Ça a contribué à vraiment créer cette hype où les gens se sont dit, waouh, en plus avec Bolt sous l'aile de Bolt, c'est sûr qu'il va faire 9. Mais non, il faut qu'il soit bien entouré en fait, je pense tout simplement. Hein. C'est-à-dire, ça veut pas dire être entouré par Bolt ou Lyles parce que c'est pas des coachs, c'est des athlètes. Alors ils sont experts évidemment dans leur domaine, mais je préférerais mettre Speed sous l'aide de Lance Broman que sous l'aide de Lyles, j'imagine. Hein. Mais bref, en tout cas être bien entouré. Après encore une fois, on peut se poser une question du mérite, c'est-à-dire qu'il y a des athlètes qui rêveraient de s'entraîner avec des excellents coachs. Speed, juste parce qu'il est connu, va pouvoir être pris sous une excellente aile. Est-ce que c'est légitime? Maintenant, non, je pense que c'est vraiment être bien entouré. Et puis après, le sprint, c'est la piste, la muscu. Hein, c'est... Adapter un petit peu son train de vie quand même, pas ça va pas être facile de gérer. Quoi. Non, mais déjà, la première des choses pour moi, c'est s'entraîner et avoir de la continuité dans l'entraînement. Ouais. Parce que si c'est bien, il fait 2 mois d'entraînement, il arrête 1 mois parce qu'il veut aller en vacances ou je sais pas. Non, l'athlétisme, les gars, c'est dur. Tu t'arrêtes 1 an, t'as tout perdu. Tu repars de zéro. Donc, il faut de la continuité dans l'entraînement. Pour moi, c'est la première chose. C'est indéniable. Et une Olympiade, en plus une Olympiade c'est quelque chose qui se construit sur 4 ans quoi. C'est même pas les athlètes de très haut niveau construisent leur programmation sur 4 ans, c'est même pas une question d'une saison, c'est même pas une question d'enchaîner 3 mois d'entraînement. Parce qu'en 3 mois d'entraînement, Speed, bon il va peut-être perdre 1 dixième, 2 dixièmes, mais il perdra pas les 1 seconde 20 qu'il doit perdre et avant en plus, les jeux. Il perdra 1 dixième, 2 dixièmes qu'au tout début oui, quand voilà, il aura énormément ça. de marge quoi. Au bout d'un moment, en 1 mois, il progressera même pas un tout petit peu quoi, ou à la limite sur 2-3 trucs spécifiques, mais les grosses programmations, ça se prévoit mais des années à l'avance quoi. Ouais, donc complètement, vous avez tout à fait raison et vous savez de quoi vous parlez, nous aussi, et c'est sûr qu'il faut du temps. Et pour aller contourner un peu cette hiérarchie, à mon avis, du très haut niveau du gratin mondial, je pense qu'il va falloir quelques années. Et moi, j'y crois pas un instant, malheureusement. Je pense qu'il est bon, je pense qu'il est très talentueux, mais je pense qu'il faut un entraînement de haut niveau et pour aller chercher du haut niveau et ça c'est une évidence, sans tomber évidemment dans le dopage. On sait que c'est la mode en ce moment et qu'il y a pas mal d'athlètes qui en parlent, notamment des Français comme Fall qui a annoncé vouloir faire les Jeux Olympiques dédopés. Je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas moi je l'appelle comme ça et j'espère qu'Aïcho-Speed lui va pas tomber là-dedans parce que sinon c'est plus du sport spectacle, c'est du sport de cirque d'après moi. C'est sûr qu'on a aucune idée de c'est le genre de mecs qui sont hyper sollicités, qui ont un train de vie énorme. Peut-être qu'il a recours à des petits cachets ou des petites il y a des gens qui soupçonnent ça. Des petites potions qui sont que les Américains peuvent prendre un peu naturellement, les personnes lambda, mais qu'un sportif n'aurait pas le droit de prendre aussi. Donc voilà, on va pas tomber là-dedans, on s'en fout un peu. Moi, j'ai une dernière question à vous poser, les gars, sur le côté un peu business. Imaginons vous êtes PDG monde Nike, vous préférez signer qui vous préférez signer iShowSpeed ou Bednarek par exemple? Ouais, on a posé cette question-là dans notre vidéo. On s'est dit en fait le mec peut être ok s'il abandonne s'il abandonne le stream et qu'il se consacre au sprint, bah il va perdre plein de sponsors. Mais est-ce qu'il y a pas Nike qui va lui dire oh mon gars viens par là, je vais t'équiper, je vais te donner beaucoup d'argent et tu vas apporter. Donc voilà. Après moi je me demande s'il est pas déjà sponsorisé parce qu'il a tout le temps la même paire de chaussures, la même paire de Yeezy. Ouais. Donc je me dis peut-être qu'Adidas est déjà voilà. Mais est-ce qu'il vaut mieux signer un athlète pro à Speed C'est compliqué. En fait
c'est compliqué, c'est difficile En à fait, dire, mais ouais. Ben Narek en 2028, on le verra on le verra, il sera là. Est-ce que Aisho Speed sera là au Triad? On n'en sait rien. Est-ce que Aisho Speed en 2032 sera encore là à courir? On n'en sait rien. En réalité, on les signe pas pour les mêmes raisons. Ouais, On c'est ça. signe un influenceur et on signe un athlète pour un projet long terme. Je On signe un modifie ma influenceur. question. Tu donnes plus à Bednarek ou à Moi, je pense, honnêtement, hein, je pense que d'un point de vue marque, il vaut mieux donner plus à Speed. Ouais. Parce qu'en fait, la vérité du sport de haut niveau, c'est que si Bednarek il fait ne serait-ce que quatrième, il a quasi pas apporté, enfin en tout cas il va pas apporter énormément de visibilité, la visibilité dont rêve la marque. C'est-à-dire que un Adidas quand il sponsorise Lies et qu'il fait champion, là ça marche parce qu'on voit partout Adidas. C'est le champion, et en athlète il y a beaucoup ce truc de mine de rien, c'est quand même le top 1 qui est montré. C'est pas comme par exemple dans une équipe de foot où ils vont être 11 à faire champion du monde et ils sont tous sponsors par des marques différentes, etc. Là il y a vraiment un mec par épreuve. Donc là où c'est quand même une petite prise de risque, alors évidemment c'est des mecs qui performent, mais je veux dire au moins si tu payes cher Speed, bah tu sais que tu auras le retour de visibilité. Alors que si tu payes un athlète, mine de rien, il y a quand même ce petit truc, parce que Speed, ok, il fera pas top 1 au JO, mais c'est pas pour ça qu'on lui donne de l'argent. Donc j'imagine que effectivement, un Aisho Speed, il va récupérer plus d'argent sur une sponsor avec une marque qu'un Noah Lyles ou un Bednarek. Alors Noah Lyles c'est encore particulier, mais Bednarek en tout cas, je pense. De toute façon, on est bien d'accord pour dire que de plus en plus, les marques qui sponsorisent les athlètes demandent aux athlètes de devenir des influenceurs en plus. C'est quelque chose qui maintenant est entré dans les mœurs. Et je prends des exemples à l'échelle presque locale. Tu as des athlètes, nous au club à Montpellier par exemple, et t'as des filles, elles ont peut-être 3000, 4000 followers sur Instagram. Ah bah tiens, il y a une petite marque qui va te faire une dotation parce que tu as 3000, 4000 followers sur Instagram. Donc c'est de la mini-échelle, mais c'est exponentiel ça. Et maintenant, ce n'est plus forcément le mérite et la performance. C'est là que je voulais en venir. Bednarek, il est quand même 2 fois vice-champion olympique individuel du 200 mètres. À chaque fois, il a battu Noah Lyles d'ailleurs. Il est médaillé d'or mondial avec les relais. Bref, il a des médailles, en veux-tu en voilà. Mais je pense que c'est un illustre inconnu aux États-Unis. Car l'athlé, on l'a dit tout à l'heure, c'est pas un sport roi aux États-Unis, et que il y a tellement de médaillés en athlétisme aux États-Unis que 2 fois vice-champion olympique, à mon avis, ils ne savent pas qui c'est Bednarek. C'est ça le problème aussi de ce sport. Moi, je parle à mes camarades de classe de Bednarek, il y en a aucun qui sait qui c'est. C'est sûr. C'est sûr. Et aux États-Unis, ça dépend aussi. J'ai vu ça en se renseignant sur Sydney McLaughlin. Ça dépend de ouf des États. T'as des États qui sont pro-athlètes, où Sydney c'est une giga star et peu importe où elle sort, elle est reconnue. Et t'as des États où Sydney elle sort et personne ne la reconnaît, quoi. Alors qu'on parle de McLaughlin. Ouais. Ah, je suis pas vraiment étonné par ce que vous dites là, parce que en France, je trouve que c'est pire. En plus, et pour revenir sur ce qui se passe, ce que tu disais là, Alex, sur les réseaux sociaux, etc. Moi, j'ai une fille là qui est en stage national à Liévin, et hier le thème d'un cours de 2h30, c'était la gestion des réseaux sociaux. C'est-à-dire que c'est en train d'arriver, comment gérer son image, comment démarcher des marques, comment faire un book, et ça c'est super important de lancer le sujet le plus tôt possible. Et je parle même pas sans rentrer vraiment dans des sujets d'éducation nationale, mais je pense que ça doit se travailler dès maintenant à l'école le plus tôt possible pour essayer d'arriver à se vendre, et c'est ce qui va faire que ça va marcher aussi, que ce soit dans le sport ou hors du sport. Bon, on sort un peu du débat, mais je pense que c'est vraiment ce cas-là qui est très important. Mais ça fait quelques années que la Fédé a déjà pris cette direction-là avec les jeunes, en tout cas, de les prévenir. C'est plus de la prévention et tout ça. Moi, j'étais à Liévin justement un stage jeune en 2021, je crois, avec un jeune que j'entraînais également. Et déjà à l'époque, il parlait de ça et j'avais assisté au cours et c'était vraiment de la prévention. Faites attention, les réseaux, ça peut être dangereux pour des cadets juniors. On sait voilà tout le biais que peuvent avoir les réseaux sociaux. Mais si vous les maîtrisez bien, et c'est là qu'il donnait quelques billes, alors c'était à la hauteur de ce qu'est capable de faire la Fédération française d'athlétisme en termes d'enseignement sur les réseaux sociaux, mais c'était quand même assez intéressant. Ça peut, si on les utilise bien, ça peut vraiment vous servir. Donc attention de ne pas tomber dans le piège des réseaux sociaux et au contraire de savoir s'en servir pour aller chercher de l'argent, des marques, et c'est ce qui se fait de plus en plus, et c'est quand même une bonne chose, je pense. Mais il faut faire attention quand même, il y a des biais pas très positifs.
Et à voir aussi à quel point les marques suivent, c'est-à-dire que si l'athlète doit travailler 2 fois plus, donc ça veut dire en plus de performer le rôle de l'athlète au quotidien, il doit performer le rôle d'influenceur, d'égérie d'une marque et tout. J'espère, je sais pas du tout, j'ai aucun chiffre là-dessus, mais j'espère que derrière les contrats que les marques proposent, etc., je parle surtout des équipementiers, suivent quoi. Bah, c'est 2 fois plus de travail finalement, donc j'espère que ça suit à ce niveau-là. Aussi. C'est compliqué, c'est compliqué. Souvent, c'est de la dotation qui leur coûte 0 à la marque et l'athlète, le gamin, il est content de recevoir une dotation et c'est le système qui veut ça. Mais après, il y a les résultats qui rentrent en ligne de mire. Si tu perfs, là, tu commences à avoir des contrats financiers plus intéressants. Ouais, on sait, on en avait parlé. Nous, justement, on avait fait une vidéo avec Ryan Zézé, on avait discuté un peu tout ça. On avait compris que il y avait vraiment un flux, enfin, ils étaient sur un fil, quoi, les athlètes. C'est-à-dire qu'au moment où il y a une grosse perf qui tombe, là, boum, il y a de l'argent qui rentre et ça va. Et s'il y a une période de creux, ça peut être beaucoup plus compliqué, quoi. Alors que Speed, lui, il n'aura pas de souci de ce côté-là, donc ça, c'est sûr. Il pourra s'entraîner autant qu'il veut. En France, c'est encore pire parce que ouais. On connaît, enfin voilà, les gens de ma classe, ils ne connaissent pas Jefferius. L'année où il a fait 9, ils ne le connaissaient pas non plus. Alors que, il y a que 5 mecs qui ont fait ça dans l'histoire. C'était quelque chose, mine de rien, à l'échelle de l'athlétisme français. Dans l'histoire de l'athlétisme français, cette perf, c'était quelque chose. Champion de France, nous, on a fait une vidéo avec Ryan Zézé, qui avait été champion de France 100-200. Il avait même la meilleure perf sur 400, etc. On a sorti la vidéo. Il y a plein de gens qui l'ont découvert. Alors que ça reste le champion de France du sprint, donc mine de rien, ça peut être une personnalité dans n'importe quel pays. Enfin, vous voyez, il y a quand même quelque chose à faire aussi là-dessus, quoi. Parce que déjà, le sprint, ça reste une des disciplines les plus médiatisées de l'athlète. Et même parmi le sprint, même dans le 100 mètres par exemple, en fait, il y a beaucoup de travail au niveau à faire à ce niveau-là. Hein. Et les réseaux sociaux sont pour moi une porte évidente pour ça. Ouais, du coup les gars, vous sortez également une enquête, un grand reportage sur iShowSpeed et tout ce milieu-là. C'est sorti là tout récemment. Donc n'hésitez pas les fidèles de la chambre d'appel à aller regarder ce qu'ont fait Diego et Lidéric. C'est des enquêtes qui sont souvent bien ficelées. On les a regardées, vous l'avez dit, sur Justin Gatlin, Johan Blake, tout ça. Il y a eu des trucs déjà très intéressants de fait. Je crois savoir que vous avez un invité assez intéressant aussi sur cette enquête. Vous voulez en parler? C'est pas mal. Ouais, tout à fait. Hein. Vas-y. Du coup, on a eu un moment en gros pour vous plonger un petit peu dans le truc. On se pose la question de même si Speed donne tout, il donne tout jusqu'en 2028. Est-ce que ça suffira? Parce que le sport de haut niveau, c'est bien plus que juste de l'entraînement et du talent en réalité. C'est du mental, faire face à des péripéties, des épreuves, etc. Et donc, nous, en tant qu'athlètes d'un niveau intermédiaire, on pouvait pas se prononcer personnellement sur le sujet. Donc, pour étayer un peu notre propos, lui donner un petit peu un aspect plus concret, voilà, c'est ça. On a invité Kevin Mayer, à qui on a posé des questions sur le sujet et qui a été adorable avec nous, qui nous a super bien répondu. Il a été pertinent et grâce à lui, on a l'enquête a pris encore une nouvelle dimension. Donc c'est génial. En termes de mec qui donne sa vie pour le sport, là vous pouvez pas mieux tomber. Je suis bien placé pour le savoir. Franchement, c'était l'invité parfait pour remettre un petit peu du contexte dans tout ça et du concret. Qu'est-ce que c'est la vie d'un sportif de haut niveau? Allez voir ça sur la chaîne de Diego et Lidéric. Nous les amis, on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures autour de l'actualité de l'athlétisme. Et Diego, Lidéric, bon vent à vous, bonne saison. Là on sait qu'il y a là c'est la préparation hivernale, les compètes vont arriver au mois de décembre, janvier. Bon courage et à très bientôt. À plus les gars. Salut, ciao.